et en y intégrant la réforme de la fonction publique locale. Et puis alors on a quelques nouvelles synergies qui sont projetées. Celle relative à la gestion du réseau informatique des deux institutions, pour lequel un informaticien a été engagé à temps plein et mis à disposition du CPS pour une partie de son temps, afin d'améliorer la performance et la protection du réseau informatique, et ce depuis décembre 2025. C'est Fabrice qui est ici au fond de la salle, qui est l'agent informaticien concerné par cette synergie. Une autre nouvelle synergie, c'est la gestion, enfin projetée. À l'époque, c'était projeté. Maintenant, c'est réalisé. C'était prévu en décembre 2025, comme je vous ai parlé tout à l'heure de la question de la temporalité de ce rapport. Et donc, une autre synergie projetée, c'est celle relative à la gestion des bâtiments. Pour lequel il était envisagé qu'un agent technique soit engagé à temps plein pour être chargé de la coordination d'ouvriers de la commune du CPS, afin de coordonner les interventions et de mettre en commun les moyens humains et matériels relatifs à cette synergie. Et donc ça, va être réalisé au cours de ce mois-ci. Ensuite, une autre synergie qui est projetée, c'est celle relative au comité pour la prévention et la protection au travail. Donc en fait, dans chaque institution, on doit voir ce genre de comité. Et ici, ce qui est envisagé avec notre nouveau conseiller en prévention, c'est d'avoir un comité de protection et de prévention au travail commun aux deux institutions, commun à la commune et au CPS, afin d'avoir une vision globale en termes de sécurité et de bien-être au travail, et ce, dans le courant de cette année. Ensuite, on a une synergie projetée en matière de direction financière des deux institutions, puisque, comme vous le savez, actuellement, tant à la commune qu'au CPS, la direction financière est exercée par un directeur financier faisant fonction. Et il est envisagé de recruter un directeur financier ou une directrice financière commun aux deux institutions, afin d'avoir une vision globale en termes de gestion financière annuelle et pluriannuelle. Et donc là, le recrutement devrait pouvoir être lancé au cours de cette année 2026. Une dernière synergie projetée concerne un team building commun aux deux institutions, pour lequel le projet est encore à construire, afin d'avoir un moment convivial et d'échange pour mieux se connaître entre agents communaux et du CPS. Enfin, la troisième partie de ce rapport, c'est le tableau des marchés publics, qui est divisé en plusieurs sections. La première section, ce sont les principaux marchés publics attribués séparément par la commune au cours de l'année précédente. Et donc, voilà, on a repris ici les principaux marchés au niveau de la commune, qui concernent par exemple l'entretien de deux voiries, l'acquisition d'un chargeur télescopique, des missions en matière de lutte contre les inondations, l'élaboration du nouveau programme communal de développement rural, l'aménagement d'un nouveau terrain synthétique, la rénovation de la salle de Fénil. Et donc tout ça, on peut constater que aucun de ces marchés n'aurait en réalité pu être réalisé de manière conjointe entre la commune et le CPS. Puis on a la section relative aux marchés publics qui ont été attribués séparément par le CPS au cours de l'année précédente. Et donc là, il y a quelques marchés. Bon, le CPS attribue moins de marchés que la commune, et en général pour des montants moins élevés. Et là, parmi ces marchés, il y en a certains qui concernent des centrales d'achat réalisées par des intercommunales ou par d'autres autorités publiques, notamment au niveau fédéral pour l'assurance hospitalisation. Et donc là, on peut voir que certaines, en fait, sont aussi réalisées par la commune, même si ce n'est pas mentionné dans la première partie du tableau, mais comme il s'agit de centrale d'achat, chacune des institutions y adhère séparément.
Et puis on a les marchés attribués de manière conjointe par la commune et le CPS au cours de l'année précédente ou antérieurement. Donc les deux présentes sections concernaient uniquement des marchés qui étaient attribués au cours de l'année précédente, tandis que la troisième section concerne autant des marchés attribués au cours de l'année précédente ou antérieurement. Et donc ce sont donc pas des marchés attribués séparément, mais des marchés attribués de manière conjointe entre la commune et le CPS. Et donc on en fait le relevé de manière annuelle, et donc le tableau, comme ça concerne autant les marchés de l'année précédente que antérieurement, le tableau se complète au fur et à mesure. Et donc il y a 3 nouveaux marchés qui ont été attribués de manière conjointe au cours de l'année précédente. D'une part, une mission d'avocat pour la défense des intérêts de la commune et du CPS dans le cadre du plan Habitat permanent. Il y a effectivement un recours qui a été introduit dans le cadre de ce plan de la part d'un des bénéficiaires en matière de relogement. Et donc, comme ça, c'est un plan qui est conjoint entre la commune et les CPS. La mission de défense des intérêts c'est aussi un marché conjoint. Ensuite, on a la modernisation de l'infrastructure numérique de l'administration communale et du CPS, pour lequel un marché a été attribué dans le cadre de la centrale d'achat mis en œuvre par l'intercommunal IMIO. Et dernier marché attribué de manière conjointe, c'est la modernisation du système de téléphonie de l'administration communale et du CPS. Dernière section de ce troisième tableau, ce sont les marchés publics qui n'ont pas encore été attribués ou qui pourraient être attribués séparément, mais pouvant faire l'objet d'un marché conjoint à l'avenir, pour lesquels on a notamment le lavage de vitres pour les bâtiments publics communaux et du CPS, pour lequel il y a une négociation qui est en cours. On espère que ça puisse être attribué rapidement. On a le matériel et des vêtements pour le personnel ouvrier et d'entretien. Ensuite, 2 nouveaux marchés qui sont envisagés à attribuer de manière conjointe dans le futur. C'est d'une part la médecine du travail, service externe de prévention et de protection du travail, pour lequel actuellement la commune et le CPS ont des marchés distincts, et de ce fait-là, il en résulte que les médecines du travail ne sont pas les mêmes à la commune et le CPS, mais faire un marché conjoint aurait du sens dans le cadre des synergies en matière de gestion des ressources humaines. Et enfin, le remplacement des châssis de la maison communale et du bâtiment du CPS qui est aussi envisagé prochainement. Voilà les différents éléments qui étaient à mettre en exergue dans le cadre de ce rapport. Et merci pour la présentation de ce rapport. Donc, est-ce qu'il y a des questions, des remarques? Oui, peut-être juste une remarque et une question. Une remarque simplement, j'espère que l'année prochaine, enfin cette année-ci, on aura évidemment le rapport sur les synergies avant le conseil communal, parce qu'en termes de timing, c'est le point synergie, il est passé au conseil communal évidemment de décembre parce que c'était une obligation légale, on est bien d'accord. Je ne doute pas que ce soit lié à des choses indépendantes de votre volonté, mais je pense que c'est important si on veut garder évidemment l'option de débattre sur des points, même si ces points ne font évidemment pas l'objet de décision mais juste de discussion, dans le timing d'être un peu plus tôt sur cette année-ci. Et alors j'avais une question en page 7, juste de compréhension. Voilà. Sur le plan énergie et climat, 50% par rapport à l'objectif de réduction de 55% de gaz. Ça veut dire quoi? Ça veut dire... je comprends pas bien. C'est juste une question libellée. Donc, ça veut dire que... Qu'on a combien que pour... C'est 50% des 55 pour 2030, on a un objectif de réduction de 55% des gaz à effet de serre émis par le territoire communal. Et ici, on a atteint 50% de cet objectif. Ok, voilà. Donc 28,5. Enfin, j'avais pas environ de 28. 30, quoi. Voilà. Oui, mais est-ce que c'était 50% des 55? Ok, merci. Qui mesure ça? Comment? Alors, en fait, ça fait partie d'un ensemble d'indicateurs
qui sont relevés par au niveau global, au niveau fédéral, et c'est transposé au niveau du territoire communal. Donc on a des indicateurs qui permettent d'évaluer le taux de réalisation à l'échelle communale. Ouais. Et c'est géré par notre coordinatrice Polek, donc Marie Feller, donc qui avait présenté. C'est vrai qu'au conseil communal, il y avait une présentation détaillée et du plan et du bilan. C'est vrai que comme c'est une synergie, il pourrait y avoir cette même présentation au CPS également à un moment donné. Hein, donc, mais voilà, donc c'est une méthodologie et on a communiqué effectivement sur l'atteinte de cet objectif. Alors, on l'avait mis en avant, hein, donc c'était les premiers pourcentages sont plus faciles à gagner que la suite. Hein, donc, on sait bien que les efforts à réaliser pour atteindre l'objectif final sont encore très importants. Et donc, c'est un premier bon résultat, mais il faudra redoubler d'efforts pour atteindre l'objectif final. D'autres questions? Oui. Oui, juste sur la synergie par rapport au marché public commun pour le service externe de prévention et protection au travail, ce qui est effectivement logique avec le nouveau conseiller en prévention. Est-ce qu'il sera aussi commun avec Chastre? Est-ce qu'il désolé, j'ai pas compris. Aussi commun avec Chastre, parce que du coup, comme on partage le conseiller en prévention. Le comité de prévention est... Non, pas le comité, ça c'est indépendant pour chaque structure, mais par contre le marché public commun, il se fait entre les deux entités wallinoises, mais on partage le conseil en prévention avec Chastre. Est-ce que du coup il n'y a pas une logique à ce qu'ils puissent travailler avec le même opérateur sur les quatre entités du coup? C'est possible, mais c'est pas indispensable. En fait, ce qui est un peu ce qui serait souhaitable, c'est que l'ensemble des agents de la commune et du CPS relèvent de la même médecine du travail, d'autant plus qu'il y a des synergies, il y a des agents qui travaillent en partie dans chacune des deux institutions. C'est donc pour le conseiller en prévention qui a plutôt une facilité du coup à travailler avec un seul opérateur qu'avec éventuellement quatre. Alors je sais que pour le moment c'est deux différents sur Wallin, je sais pas la situation à Chastre, mais ça veut dire que s'il a un seul opérateur pour ces quatre entités, ça sera plus facile, surtout pour lui, pour les travailleurs sur Wallin, c'est sûr que c'est plus intéressant. Chastre fait sa popote, mais c'est vraiment pour notre conseiller en prévention. Bon, on peut toujours en parler, en tout cas au conseil en prévention, voir la situation à Chastre, parce que s'ils ont, mettons qu'ils viennent de désigner une nouvelle médecine du travail, ils vont peut-être pas avoir envie de redésigner, mais on peut toujours poser la question, effectivement. Voir les avantages, inconvénients que ça représenterait et voir avec lui ce qu'il en pense, quoi. Ouais. Ok, merci. Oui. Évidemment. Pour le groupe Écolo, on avait quelques questions un peu plus générales et aussi de compréhension sur le fonctionnement des synergies et puis aussi peut-être les suites, parce que voilà, on soutient tout à fait l'idée de synergie, le principe, pouvoir améliorer les différents objectifs, l'efficacité, le service aux citoyens, etc. Mais du coup, c'est probablement inévitable que de temps en temps il y ait des divergences entre les différentes institutions ou des différences de timing, etc. Et donc on se pose un peu la question d'utiliser ces moments pour comprendre un peu mieux comment ça fonctionne. Et donc il y avait 3 questions qui émergeaient. D'abord un peu une question de compréhension sur entre le mode délégatif et le mode coopératif, comment ça se décidait. Et en fait concrètement, donc si j'ai bien compris, quand c'est un mode délégatif, on a toujours une convention, vu qu'on est sur souvent du partage de personnel, et donc là on en a déjà passé une série. Mais quand on est sur du mode coopératif, c'était pour comprendre qu'est-ce que ça signifiait concrètement, opérationnellement, dans la manière de gérer en fait, et dans quelle instance ça se faisait. C'est peut-être pas la même à chaque fois. Deuxième question, c'est plus spécifiquement parce que ça apparaît dans un des résultats obtenus, je ne retrouve plus la ligne, sur un des exemples de partage de personnel où il y a un point d'attention, je l'ai noté, sur le fait que l'équilibre du partage entre les deux administrations n'est pas toujours respecté. Donc ça me paraît relativement inévitable, surtout parfois dans le temps ou à certains moments, que un agent qui est divisé en deux, peut-être qu'il est divisé 50-50, mais qu'à certains moments c'est pas tout à fait 50-50, et qu'il faille garder une forme de flexibilité. Mais quels sont en fait les mécanismes ou quelles sont les possibilités, que ce soit pour l'agent ou pour les responsables des différentes institutions, pour pouvoir à un moment signaler si on s'éloigne trop ou si ça dure trop dans le temps, qu'on s'éloigne en fait de la répartition qui est prévue. Et je pense en particulier, je me mets à la place d'un agent
c'est une situation tout à fait fictive dans ma tête, mais pour l'avoir déjà vécu dans d'autres boulots, quand on a 2 casquettes, c'est pas toujours facile. Et donc, de la part d'un agent vers qui se retrouve dans avoir plusieurs chefs, en fait, finalement plusieurs missions pour 2 institutions, quelles sont ses possibilités à lui ou à elle de pouvoir signaler, les choses sont pas comme il faut, se décalent, etc. Donc c'est important pour la personne, mais aussi même pour la prévisibilité pour les collègues, pour les usagers. Donc ça, comme c'était noté dans la point d'attention, ça nous paraissait intéressant d'en discuter. Et alors la 3e question, c'est un peu plus à long terme. Parce qu'en fait, finalement, ici, on a un rapport avec les résultats attendus, résultats obtenus, tout ce qui est prévu. Il y a plein de choses super intéressantes à développer. Mais est-ce qu'à un moment, il y a en fait une forme peut-être plus d'évaluation, on va dire, à moyen terme ou tous les X, de surtout les synergies au long cours. Est-ce qu'à un moment il y a des points d'étape de se dire ça fonctionne toujours, ça fonctionne plus, on peut revoir parce que autant il y a des one shot assez clairs quand on dit on fait la fête du personnel ensemble ou on a fait tel marché ensemble, c'est facile, c'est fait une fois et puis c'est fait, c'est réalisé. Mais pour de nouveau peut-être les questions de personnel ou les trucs plus structurels, est-ce que c'est prévu en fait, ou est-ce qu'il y a une manière de se dire dans 2 ans, dans 5 ans, on reprend un peu de hauteur et on peut se proposer la question de l'évolution de certaines synergies, quoi. Donc 3 questions. 3 questions avec des trucs. Donc comment ça marche? Je résume. Comment ça marche mode délégatif coopératif? Comment est-ce qu'on a des garde-fous pour que le partage du personnel soit respecté et qu'il y ait des manières de le faire? Et à long terme, comment est-ce qu'on prévoit peut-être une évaluation plus générale? Un point commun aux 3 questions, c'est le comité de concertation en fait. Donc c'est là où on va discuter d'éventuelles nouvelles synergies. Enfin, on peut en discuter de part et d'autre, mais à un moment donné, on doit en discuter en comité de concertation. C'est là où à un moment donné, on va présenter des conventions s'il en faut, que ce soit d'ailleurs en mode coopératif ou délégatif. Je pense qu'on peut faire des conventions pour les deux. D'ailleurs, on a déjà fait des conventions de mode coopératif donc également. Donc je pense que c'est le lieu essentiel où on va à un moment donné, en tout cas, prendre la décision de mettre en œuvre une nouvelle synergie. C'est là où on peut évaluer donc les synergies également, puisqu'on peut parler effectivement de tout ce qu'il y a en commun entre la commune et le CPS, et c'est l'endroit qui doit être, en tout cas, selon moi, le plus adéquat donc pour en parler. Concernant la gestion personnel partagé, donc justement donc dans les conventions qu'on passe au conseil communal, au conseil d'action sociale, mais normalement on y décrit qui est le responsable hiérarchique, qui définit les tâches, et souvent de manière générale c'est le directeur général ou la directrice générale du CPS en fonction de là où il se trouve et au moment où il se trouve. Et donc il y a au-delà du comité de concertation, il y a aussi des comités de direction communs, comme une CPS, qui est aussi un endroit où la gestion du personnel, la gestion des collaborations peuvent s'évaluer de manière plus régulière, parce que les comités de concertation n'ont pas lieu de manière très régulière, donc on en fait 2, 3, 4 par an, on va dire. Ici, comité de direction commune CPS, je ne sais pas combien vous en faites. C'est la même chose, voilà. 2, 3 par an. Mais donc c'est un autre endroit où on peut aussi discuter de ces éventuelles évaluation de la collaboration entre les deux entités. Et concernant l'évaluation à plus long terme, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est aussi une évaluation en fait, puisque dans le rapport, il y a à la fois ce qui a été fait pendant l'année, il y a ce qui est projeté pour l'année à venir. Donc c'est le moment justement d'évaluer de manière un peu plus globale ou détaillée, parce qu'on est là pour ça, les différentes collaborations qui sont mises en œuvre. Au-delà de ça, dans le rapport annuel de la commune, on parle aussi des il y a quantité d'endroits où on peut effectivement donc aborder ces différents éléments. Je sais pas, Christophe, si tu veux rajouter des éléments. Peut-être aussi que les synergies se retrouvent dans le plan stratégique transversal de chacune des 2 institutions et que là aussi, le plan stratégique transversal fait l'objet d'une évaluation régulière au sein de chacune des institutions, en ce compris les synergies qui y figurent. Merci. Peut-être quand même pour revenir sur cette question du personnel partagé, parce que j'entends que les structures sont là et que sur papier c'est très clair et tant mieux et heureusement. Mais pour moi-même gérer aussi des équipes depuis 15 ans et de voir comment aussi parfois la différence entre ce qui est sur papier et puis la réalité de ce qui est attendu ou l'évolution des missions, c'est déjà compliqué avec un seul job. Et du coup, quand il y a
voilà, plusieurs missions, c'est encore plus compliqué. Et là, si j'entends des comités de direction tous les 2-3 ans, ça peut... 3 fois par an. Pardon. 3-4 fois par an. 3-4 fois, oui, c'est ça. 3-4 fois par an. Le comité de direction conjoint, parce que dans chacune des institutions, c'est ça, mais ça... le comité de direction se réunit aussi plus. D'accord, mais je veux dire, les lieux, en tout cas, de discussion ne sont pas si réguliers que ça par rapport à ce qui pourrait être des problèmes, ou enfin pas des problèmes, des questions plus quotidiennes dans la vie des agents qui sont partagées. Et donc, je pose la question simplement si pour ces agents, il y a une manière... un mécanisme ou un truc opérationnel ouvert au-delà de ce qui est sur papier, parce que voilà, la réalité du travail, c'est pas que ce qui est sur papier en fait. C'est la gestion quotidienne du personnel communal qui incombe à chaque directeur général et la relation qu'on a dans la gestion et le suivi du travail de chaque agent. Et donc on peut alors constater dans ce suivi et dans ces relations quotidiennes d'une nécessité un peu une contrainte qui fait que l'agent finalement doit travailler plus pour une institution que l'autre. On essaye que ce soit le plus limité possible, donc ça on s'arrange aussi avec l'agent et les deux directions pour que ça soit le plus géré le plus harmonieusement possible et que ça, en tout cas, ça ne soit pas, ça suscite pas un mal-être pour l'agent concerné. Donc là, c'est pas parce qu'on relève que qu'il y a que les 50%, par exemple, pour prendre un exemple de répartition équitable entre les deux institutions, n'est pas strictement respecté, que pour autant ça suscite un problème. Et donc là, on s'arrange. Et il est déjà arrivé que un agent comme Anne Delestienne travaille sur une partie de l'année beaucoup plus à la commune qu'au CPS. Et puis sur une autre partie de l'année, c'est dans l'autre sens. Voilà, on essaie de trouver un équilibre global en concertation entre les deux directions et avec l'agent concerné. Merci. D'autres questions, d'autres remarques? Non? Je propose alors de passer au deuxième point, donc qui est la projection de la politique sociale locale. Donc au niveau plus du CPS, et donc c'est la présidente CPS qui va le présenter. Voilà. Donc, je vous propose de présenter la déclaration de politique sociale, en fait, qui a été présentée au Conseil de l'action sociale et aux membres du personnel du CPS plutôt dans le début de l'année. Donc, cette déclaration a été faite sur base des actualités, je veux dire de l'époque, parce qu'il y a déjà d'autres choses qui sont arrivées entre-temps et qui ont alimenté le PST qui sortira prochainement et qui sera présenté au Conseil de l'action sociale. Voilà. Donc, la déclaration de politique sociale, en fait, a un maître mot, en fait, un axe transversal qui est le partenariat. On définit cette déclaration de politique sociale par 6 objectifs. Et donc, comme je vous disais, le PST est finalisé, doit être encore mis en forme et sera présenté prochainement aux conseillers de l'action sociale. Donc, le premier objectif, c'est le CPS au service des citoyens. On voulait mettre en avant l'économie circulaire, le fait qu'on veut renforcer le maintien à domicile et l'approche proactive en faveur de nos aînés. Donc dans l'économie circulaire, on retrouve la sensibilisation auprès de nos bénéficiaires et favoriser le seconde main. Dans le maintien à domicile, c'est de renforcer donc nos services avec le service SAFA au week-end. Et donc, dans l'approche proactive par rapport à nos aînés, c'est plutôt réduire la fracture numérique, mais il y a d'autres idées qui sont venues aussi en cours d'élaboration du PST et en collaboration avec le CCCA, évidemment. Alors, un deuxième objectif, c'est la crise du logement. Donc, il est important de soutenir l'offre dans le secteur privé. Il faut établir un lien en fait entre les propriétaires qui sont parfois un peu frileux à mettre un bien en location auprès de nos bénéficiaires et soutenir évidemment les bénéficiaires dans leur démarche de recherche. Il faut peut-être orienter les bénéficiaires aussi vers des types d'habitats alternatifs avec un suivi par des ASBL du secteur.
Être un exemple en économie d'énergie. Donc, on prévoit de rénover le bâtiment du CPS, notamment par les châssis, comme vous avez pu le voir dans le rapport de synergie, mais aussi par la pose de panneaux photovoltaïques, et aussi sensibiliser nos bénéficiaires dans nos logements publics à cette notion d'écologie et donc d'économie, en fait, finalement, de l'énergie. Établir des partenariats avec des ASBL, comme je disais, le partenariat est un axe transversal de toute cette déclaration de politique sociale. Et donc l'idée, c'est vraiment de créer du lien avec des associations qui sont actives dans les secteurs concernés. L'insertion socio-professionnelle, donc elle est dans notre déclaration de politique sociale, mais elle est vraiment à l'ordre du jour aujourd'hui avec la réforme du chômage. Donc l'idée, c'est de proposer à nos bénéficiaires des formations qualifiantes, donc pour des métiers en pénurie, ou voir s'il y a des moyens de se former dans des métiers accessibles. Il y a de nouveau des associations actives pour cela. L'aspect psychosocial qui doit être pris en compte avec un soutien psychologique, un accompagnement en tout cas peut-être psychologique à développer. Le rôle du secteur public. Donc, on peut renforcer les liens avec l'ALE. Donc, pour information, l'ALE a quitté les locaux de la commune et est venue s'installer avec nous au CPS pour être plus proche, en fait, du service insertion. Collaborer avec les entreprises de la région et faire connaître, en fait, les articles 60 et 61 auprès des entreprises, mais aussi auprès des pouvoirs publics. Et alors, le bénévolat, le volontariat, ça peut être un tremplin, en fait, pour des bénéficiaires qui sont un petit peu en perte de motivation pour se remettre un petit peu dans une routine et retrouver un peu de motivation pour aller vers un travail pérenne. Alors, on cible aussi donc comme objectif le besoin des enfants. Dans les familles précarisées, parfois on a beaucoup de choses à gérer et les enfants sont un petit peu, je veux dire, n'ont pas autant de chances que dans les autres familles et donc il est important d'y réfléchir. Donc on propose un renforcement du réseau de bénévoles, donc par exemple pour un soutien scolaire, pour les accompagner en sortie, pour créer des activités créatives chez eux par exemple. Un soutien aux enfants de familles migrantes, demandeuses d'asile ou réfugiés, donc proposer des cours de français. Mais pas que aux enfants, ça peut être aussi lié aux adultes. Découverte de notre pays et de son histoire également. Ce sont des enfants qui n'ont pas connu tout ça, qui arrivent parfois en 4e primaire et qui ne sont pas du tout au courant de... Enfin, ils ont un cours d'histoire qu'ils ne connaissent pas et donc peut-être apporter un petit soutien à ce niveau-là, ça peut les aider. L'accompagnement des adolescents vers l'autonomie, donc sensibilisation aux adolescents par rapport à la gestion administrative et budgétaire. C'est pas évident, on se retrouve parfois bien seul dans certains cas et donc avoir une aide par rapport à ça, c'est important. Et donc de nouveau les partenariats avec des associations pour permettre d'élaborer évidemment tout ça. Alors un autre objectif, le fonctionnement interne. Donc on va vers une évolution et un bien-être au travail. Évidemment, on continue à aller dans cette optique-là. Des formations, c'est important que le personnel puisse demander un accès à des formations pour suivre l'évolution de leur métier spécifique. Une rénovation de nos locaux, on est un petit peu à l'étroit, surtout que là, on a un agent d'insertion qui va arriver en plus, et donc il y a besoin d'un local un peu plus intime pour recevoir les gens. On se rend bien compte qu'il y a des choses à faire, en tout cas pour pouvoir l'accueillir. Un cadre clair pour un fonctionnement harmonieux, donc c'est une vision un petit peu plus anticipative et réfléchie pour l'avenir au sein du personnel. Valoriser les services du CPS, donc faire connaître les services et missions du CPS auprès des Walinois. Et donc ça rejoint un petit peu la déclaration de politique communale avec les capsules vidéo. Nous, on a eu aussi l'idée d'une journée porte ouverte éventuellement au CPS. En tout cas, il est important que les gens soient au courant de ce que fait le CPS, de ce que propose le CPS et de ce qu'ils peuvent demander au CPS. Et alors, le dernier objectif, ce sont les synergies, mais ça, nous en avons parlé. Donc, on a la synergie ici avec Mont-Saint-Guibert qui se met en place pour l'agent d'insertion. On a eu justement, aujourd'hui, ça avance bien, ça devrait se mettre en place prochainement. Voilà. Je ne sais pas s'il y a des questions par rapport à ça. Non, pas de remarques, pas d'observations. Très bien, merci pour cette présentation. Merci beaucoup.
passe alors au point suivant qui est la présentation de l'état d'avancement du plan de cohésion sociale. Et donc, on va laisser la parole à notre coordinatrice Anne Delestienne. Merci. Alors, on entend bien? Ouais. Alors, l'année 2025 a été marquée par un travail d'analyse visant à renforcer la cohésion sociale au sein de nos villages. Cette démarche est inscrite dans une volonté claire de proposer des actions plus ciblées, mieux construites et pensées sur le long terme afin que les publics concernés puissent en retirer un bénéfice durable. Dans cette optique, des contacts ont notamment été pris avec d'autres PCS afin d'échanger autour d'actions communes et de bénéficier des expériences de chacun, en particulier dans les domaines du volontariat et de la solidarité entre voisins. Ces échanges ont permis de mettre en lumière différentes pratiques, mais aussi ce qui peut être intéressant pour notre commune ou pas. Par exemple, la commune de Belleuil a mis en place la distribution de kits voisins solidaires comprenant un autocollant à apposer sur une boîte aux lettres ou une fenêtre mentionnant divers types de services possibles tels que faire des courses à la pharmacie ou réceptionner des colis. Toutefois, après 6 mois d'utilisation, ce dispositif s'est révélé peu efficace, les services proposés correspondant à des aides que les citoyens organisent déjà spontanément chez eux. C'est certainement déjà la même chose par chez nous. À l'inverse, dans la commune d'Étampouy, la démarche adoptée est plus longue, mais aussi nettement plus approfondie. Elle repose sur l'organisation de réunions d'information destinées aux futurs bénévoles solidaires, afin de les sensibiliser à l'analyse des besoins de leurs voisins, à la juste posture à adopter et à l'importance d'aider sans s'immiscer dans la vie privée des personnes concernées. Ils ont également aussi suivi des cours de réanimation en urgence en cas de malaise. Par ailleurs, grâce à l'implication de la Régie des quartiers, une journée de cohésion et de solidarité s'est à nouveau tenue dans le quartier du Biabouquet. Cette action rencontre un réel succès et constitue un véritable moment de rencontre, de découverte mutuelle et de partage entre les habitants. Une réflexion est en cours afin d'améliorer cette initiative et d'envisager son extension à d'autres quartiers de la commune. D'autre part, il faut aussi rappeler la création du compost dans ce même quartier. Celui-ci est entretenu grâce à l'entraide entre voisins et le suivi de référents qualifiés. Les réunions hebdomadaires permettent un suivi qualitatif avec toujours plus de liens. La solidarité étant intimement liée au bénévolat, il est important de souligner qu'à Wallin, celui-ci est particulièrement présent et constitue un pilier essentiel du dynamisme local. De nombreuses associations fonctionnent en grande partie grâce à l'investissement de nos nombreux bénévoles. Si l'ensemble de ces personnes a été remercié par voie électronique, un moment spécifique a été organisé à l'attention des bénévoles directement liés à la commune, au CPS et aux écoles. La soirée du 5 décembre a ainsi été un moment enrichissant et chaleureux, laissant présager encore davantage d'entraide et de collaboration, tous domaines confondus. D'autres contacts prometteurs sont en cours afin de favoriser un meilleur accès à la culture. Cette fois, j'ai porté une attention particulière au public adolescent, en ciblant l'accès à des ateliers organisés en maison de jeunes. L'objectif est de leur permettre de découvrir et d'explorer divers domaines artistiques tels que la sérigraphie, les arts graphiques, la musique, l'expression corporelle et les arts d'expression au sens large. Je suis convaincue qu'il est pertinent de travailler dans l'intérêt de nos adolescents qui ont autant besoin d'attention que les jeunes enfants, les personnes isolées ou les aînés. Il m'apparaît même plus qu'important de leur donner de la voix. En matière de logement, une séance d'information a été dispensée par Habitat et Participation. Celle-ci a notamment porté sur le concept du slow heating, excusez-moi l'accent, une approche qui vise à chauffer les corps plutôt que les bâtiments. À l'heure où les coûts liés au logement et à l'énergie grèvent de plus en plus le budget des ménages, il est essentiel d'accompagner les citoyens dans leur recherche de solutions permettant de réaliser des économies. Toutefois, je rappelle les ateliers logement qui ont eu lieu précédemment et ce, à l'initiative du Conseil des aînés.
Ces derniers avaient très bien fonctionné et les pérenniser, toujours en bonne collaboration avec le CCCA, a tout son sens. L'année 2026 augure de belles collaborations, le renforcement des partenariats avec la Régie des quartiers Chastres-Wallin, le Conseil communal consultatif des aînés, tout en développant de nouveaux. Enfin, il est important de préciser que je ne poursuivrai plus mon travail au sein du PCS. Je passe le relais à des équipes plus expérimentées qui pourront encore mieux cibler les publics ayant besoin de soutien. Cet enjeu est fondamental car aujourd'hui, plus que jamais, il est essentiel de ne laisser personne sur le bord du chemin. Je profite également cet instant pour remercier Valérie, mais aussi tout le personnel du CPS, car ce fut un plaisir de collaborer, avec vous. Je laisse la place à des équipes fortes de leurs diverses expériences et de leurs richesses respectives. Pour terminer, je nous souhaite à tous une année constructive, remplie de belles collaborations, de moments partagés et de joie. Merci Anne pour cette présentation. Voilà. Je ne sais pas s'il y a des questions, des remarques sur le rapport que Anne nous a présenté. Non, c'était clair. Très bien. Moi, je voulais juste rajouter quand même un grand merci à toi, Anne, pour au nom du CPS, pour l'investissement et la motivation dont tu as fait preuve dans le cadre du PCS. Et je pense qu'on peut applaudir Anne quand même un petit peu. Un petit peu. Beaucoup. Merci beaucoup. De rien, j'ai fait ce que j'ai pu, mais j'avoue que c'était pas toujours facile. Mais je suis toujours là au cas où s'il y a des questions. C'est gentil. Merci Anne. Mais oui, notamment les pièces de théâtre qui ont été mises en place, je trouve que c'était une belle initiative et donc Oui, ça c'était vraiment super, si ça peut se développer et se continuer même en dehors du PCS donc Mais merci beaucoup et on en a déjà parlé avec Christophe. OK, ben voilà. Qu'est-ce que tu as fait pendant les vacances avec la maison, enfin avec Annie, la maison à Wallin, la maison peut-être sur la conférence sur Jacques Brel. C'était très bien, voilà. Mais non. Ça c'est les conférences à la maison de repos. Oui, il faut absolument que je m'y réattelle rapidement. C'était une très belle initiative, que c'était très intéressant et qu'il y avait des personnes qui étaient prêtes à continuer les présentations. Donc je trouve que ça c'est une belle expérience. Voilà. Merci. Ils sont prêts et ils attendent. Merci beaucoup Anne. Avec plaisir. Voilà, je propose alors de passer au point suivant, qui est le rapport de la crèche, donc rapport présenté par la présidente de la crèche. Ah oui. Tu veux qu'on y change? Attention. Tu n'as pas sur ton... Voilà, donc je vais vous présenter le rapport d'activité de la crèche pour l'année 2025. Alors l'année 2025 a été une année de renouveau et de changement pour la crèche puisque grâce à l'agrandissement, on passe de 18 à 35 places d'accueil. C'était donc, et à l'initiative du directeur Sébastien Chepet, l'occasion de donner un petit vent de fraîcheur en changeant le logo que voici et que vous avez déjà pu découvrir pour certains en tout cas, lors de l'inauguration. Alors, pour l'année 2025, forcément, suite aux élections communales, les membres de l'AG et de l'organe d'administration ont également changé. Et donc, au niveau des membres de l'organe d'administration, donc on a moi-même en tant que présidente de l'organe d'administration et de l'AG, puisque auparavant, on avait pris la décision de n'avoir qu'un seul président pour les deux assemblées. Bénédicte Delvine Grand-Gagnage comme vice-présidente, Anne-Françoise Désirant, administratrice déléguée, Yolande Gouas, secrétaire,
André Moreau, trésorière, et Agnès Namuroy, membre avec voix consultative. J'ai pas changé de sexe. Pardon, j'ai fait une erreur? Ah, pardon. Excuse-moi, André. Et en 2025, on s'est réunis 6 fois. Je l'ai déjà corrigé, cette erreur, mais est-ce qu'elle s'est pas sauvegardée, j'en sais rien. Au niveau de l'Assemblée générale, on garde évidemment les membres de l'organe d'administration, auxquels s'ajoutent Geoffroy Cassard, Elisabeth Schuters, Bertrand Delray, Baudouin Dessy, Sandrine Ducastel, Francine Kekenbosch, Jeff Lenko, Marcel Moncousin, Karine Rosy, Isabelle Van Bavel de Kock, Fanny Van Lierde et Eric Verhelst. Et là, par contre, en 2025, on s'est réunis 2 fois, une fois au mois d'avril pour la mise en place de l'Assemblée générale et de l'organe d'administration, la présentation de la crèche et du projet pédagogique, et ensuite une fois au mois de juin pour la présentation du rapport d'activité, les comptes et le budget. Au niveau du personnel, en tout cas du personnel avant l'agrandissement, le directeur travaille à 32 heures semaine. Le travailleur PMS et conseiller en prévention, 19 heures semaine, dont 2 pour la fonction de conseillère en prévention. 9 péricultrices pour 6 temps plein. Un personnel d'entretien, 20 heures semaine, qui est sous contrat communal. Et on accueille également des stagiaires avec une convention avec l'ITP de Cours-Saint-Étienne. Alors, le projet pédagogique est basé sur le bien-être de l'enfant en lui garantissant un cadre de vie sain et épanouissant, et il se décline sous 4 grands axes importants. Donc, c'est vraiment le doudou et la tétine à disposition, l'autonomie et le développement de la confiance en soi, la liberté de mouvement et le respect du rythme de l'enfant, ainsi qu'une péricultrice de référence pour chaque enfant. Cette année, le projet pédagogique a été adapté, étant donné, suite à la nouvelle capacité et en collaboration avec l'équipe, et il a été validé par l'ONE. Alors, au niveau des chiffres, ce sont les chiffres entre le 1er novembre et le 31 octobre. Voilà. Vous les voyez comme moi, je n'ai pas grand-chose à dire. En fait, ça fluctue énormément en fonction des départs de groupe. Une fois qu'il y a un groupe qui quitte la crèche pour aller à l'école, mais voilà, ça dépend s'il y a 2 groupes qui ont quitté sur une même année ou un seul. Et donc voilà, tout ça va faire évoluer le nombre de places. Alors, par rapport au taux d'occupation en 2025... la crèche a été ouverte 228 jours. Et là, par contre, quand on regarde le taux d'occupation, on voit qu'on a un petit peu chuté parce que lors des travaux, les enfants étaient accueillis au Biabouquet, et là, les locaux beaucoup plus petits ne permettaient pas une flexibilité au niveau des nombres comme dans la crèche de base, on va dire. Et du coup, il y avait de temps en temps des petits trous quand un enfant était malade, etc. Mais ça reste quand même très bon. La participation financière, voilà, en 2025, elle a augmenté. C'est une très bonne participation cette année. Et voilà. J'ai rien d'autre à dire pour ça. Alors, en ce qui concerne les formations, etc., et tout l'accompagnement du personnel, donc en 2025, une journée pédagogique a été réalisée au sein de la crèche sur le thème de la simulation d'accidents, réanimation et des obstructions pédiatriques, réalisée par la Croix-Rouge et pour lesquelles on a eu un subside MAE. Le membre du personnel PMS a également suivi une formation de conseillère en prévention. Et le directeur a poursuivi et terminé sa direction obligatoire de directeur. Il y a eu également une journée de formation de prévention incendie. En 2026, à propos des formations, il y aura une formation sur l'échange avec les parents et une autre formation sur la gestion de l'agressivité
et des colères des enfants, et pour pouvoir proposer des pistes et des repères, et surtout mettre des limites. Alors les partenariats avec les intervenants extérieurs, donc il y a un partenariat avec le docteur Géraldine Deville qui s'occupe de la consultation mensuelle de l'ONE, et avec le bibliobus. Alors le plan Cigogne a permis évidemment la création de 17 places et donc maintenant de 3 sections dans la crèche. Le 12 septembre, la première pierre était posée par la ministre de la Petite Enfance, Valérie Lecrenier. Ensuite, les enfants ont été accueillis du 21 octobre au 30 septembre dans les locaux temporaires au Biabouquet. Le 1er octobre, la crèche a ouvert avec 35 places disponibles. Alors 35 places disponibles, ça ne veut pas dire que 35 enfants sont arrivés directement, puisqu'il a fallu passer par toute cette étape de familiarisation pour les enfants qui arrivent. Et donc voilà, tout ça se fait petit à petit, mais là on y arrive. Et alors le 22 octobre a eu lieu l'inauguration de la crèche. Alors, qui dit plus grande crèche, plus d'enfants, dit évidemment augmentation au niveau du personnel et des membres. Et donc, on est passé de 6 temps plein à 9 temps plein. Et à propos et concernant le personnel d'entretien, qui travaillait 15 heures semaine, on a augmenté à 20 heures semaine pour pouvoir travailler dans des locaux propres. Voilà. En tout cas, je tiens vraiment à remercier toutes les personnes qui ont œuvré pour la réalisation de l'agrandissement de la crèche, mais aussi et surtout les membres du personnel qui ont été très patients et qui ont mis la main à la pâte aussi pour que les déménagements, etc., pour que tout puisse se faire correctement, rapidement. Et voilà, un tout grand merci. Je ne sais pas si vous avez des questions. Ben voilà. Pas de questions. C'est parfait. Bon. Merci pour la présentation donc, de ce rapport. Merci. Et s'il n'y a pas d'autres observations sur le sujet, je propose de passer au sujet suivant, qui est le dernier sujet, donc inscrit à l'ordre du jour, qui concerne le rapport sur le Conseil consultatif communal des aînés, présenté par sa présidente, donc Mimi Maillon. Bonsoir. Je vais d'abord un peu m'excuser parce qu'au fait, j'ai été prévenue qu'il y avait une réunion ce soir que hier après-midi. Et donc, j'ai fait des slides, mais je ne savais pas qu'on pouvait projeter les slides. Donc, je vais vous lire ce que j'ai écrit sur mon texte. Donc, mon nom c'est Mimi Maillon. J'habite déjà Nîmes Saint-Vincent depuis 20 ans, donc 25 ans, depuis 2000. Et puis, merci de m'avoir invité pour expliquer un peu le rapport. Donc, pour les CCA, l'année 2025, c'est divisé en 2 parties, c'est-à-dire de janvier au mois de mai, et puis à partir de août jusqu'à décembre. Donc, je vais vous expliquer un peu à partir de 2 questions. Qu'est-ce que c'est le CCCA? Donc, c'est Conseil consultatif communal des aînés. Comment est-ce qu'il est composé? Donc, ce sont des bénévoles, hommes et femmes, qui contiennent maintenant 11 membres, 2 anciennes, Jean-Marie Depré et moi-même, et puis 9 nouveaux membres. Et dans ce groupe, il y a 4 personnes du Home de Nîmes. Je vais vous vite lire les noms. Donc, c'est ceux qui sont pas dans le Home, c'est Françoise de Viron, qui est la vice-présidente, Bernard Schnock aussi vice-président. Mais dans le Home, il y a donc Madame Anne-Marie Baudeux, il y a Cécile Destré, Paulette Henry, et puis aussi notre centenaire Victor Paradis. Il y a aussi, mais pas dans le Home, Jean-Pierre Le Tourneur, Josette Skonians, qui est l'expert du tourisme, et puis une nouvelle candidate qui était donc admise, Véronique Sépulcre. Donc, que fait-on au CCCA pour la première période, qui était donc avec la présidente Danielle Gallet. Elle a fait un tout petit peu, donc, un résumé de ce qu'elle avait fait au début de 2025. C'était des discussions sur le changement du règlement. On voit ici que André est présente. Donc, André ne peut plus se mettre comme membre dans le conseil puisque, au fait, le règlement a changé et que maintenant, les personnes qui sont actives dans les organes de commune ne peuvent plus aussi se représenter dans le conseil
dans le conseil consultatif communal des aînés. Et au fait, on voulait donc dépolitiser ce conseil, ce que je trouve personnellement une bonne chose. Deuxième point, c'était la préparation du mémorandum pour le DPC qui veut dire déclaration politique communale, avec le message n'oubliez pas donc les aînés quand vous prenez des décisions. Il y a aussi donc un topic qui a été discuté dans l'ancien CCCA, l'aménagement espace public et les bancs aussi évidemment. Là, je pense aux lèche-vitrines des aînés qui font des balades et qui ont besoin de s'asseoir et de souffler de temps en temps. Donc là, j'ai donc au fait le plaisir de vous annoncer qu'il y a eu plein de nouveaux bancs. J'ai été en contact avec Nicolas et prochainement, on va donc essayer de faire une petite réunion pour montrer où sont les bancs justement sur une carte et aussi sur le app du GSM pour voir un peu où est-ce qu'on peut s'asseoir à Wallin. Un autre topic, c'était aussi l'enquête des aînés qui a donc démarré au mois d'avril et c'est donc moi-même qui était la coordinatrice pour démarrer cette enquête avec l'université, mais je vais en parler plus tard. Il y avait aussi le topic des médecins généralistes avec leur visite à domicile qui est parfois restreint ou qui n'existe plus. Donc ce topic aussi a été donc discuté. Et puis finalement, il y avait aussi une infosession sur les spéciales seniors, sur la sensibilisation aux arnaques sur Internet qui a été fait dans la Grange, donc dans la salle communale de la Grange de 6 heures, où il y avait quand même 20 personnes qui étaient présentes. Et je pense que c'est important aussi avec la collaboration du CPS avec EPN, Espace Public Numérique, avec Cédric et Cybercafé pour les aînés justement à les aider quand ils ont des questions concernant le digital. Alors pour la deuxième période, de mois d'août au décembre, donc là on a eu 3 réunions et 2 événements. Les réunions c'était le 26 août, 15 octobre et 10 novembre. Et les 2 événements c'était donc le Midi des aînés au mois de septembre et puis au mois de décembre. On a donc écrit des cartes de Noël pour les plus isolés de la commune en collaboration avec de nouveau le CPS. Donc, il y avait 30 cas, c'est ce qu'on m'avait dit. Et vous allez voir aussi dans l'enquête, il y a quand même 8% des personnes qui se sont identifiées comme isolées à Wallin. Donc, de quoi s'agit-il ici maintenant pour ces réunions? Avant ça, je voudrais dire que les mots-clés pour moi-même, pour ce nouveau CCCA, sont vraiment le dynamisme, l'engagement, renforcement dialogue avec l'intergénérationnel et le souci constant d'améliorer la qualité de vie des aînés dans leur environnement, qui est donc la commune rurale, au fait. N'oubliez pas qu'en 2030, 25% de la population aura plus de 60 ans à Wallin. Pour les 3 réunions, donc de quoi est-ce qu'on a parlé? Donc la première réunion c'était un kick-off, c'est-à-dire on a fait un tour de table et une élection des responsables, le président et les 2 vice-présidents, c'était donc Françoise Viron et Bernard Schnock. Le 15 octobre, on a discuté surtout sur la planification du programme de 2026, c'est-à-dire ici on a les mots cohérent et pertinent. Donc, on n'allait pas tout de suite reprendre tous les éléments qui étaient faits déjà ou les topics qui ont été faits dans l'ancien CCCA, mais on allait surtout voir qu'est-ce qui est réalisable, qu'est-ce qu'on peut faire et où est-ce qu'on peut avoir aussi des ressources pour le faire. Donc, à cette réunion, j'ai aussi annoncé que les aînés participent dans le budget participatif 2025 avec le projet Ban Actif 2I, ça veut dire donc intergénérationnel et interactif. Je pense que c'est aussi donc important de mentionner ceci. Et puis alors la 3e réunion, c'était le 10 novembre, qui était exclusivement consacrée à l'enquête, au fait. L'enquête où donc on a eu une analyse préliminaire par les interventions des 2 académiques, c'est-à-dire Jean-Paul Sanderson et Myriam Leleu. Donc l'enquête, c'est une collaboration avec l'UC Louvain et ELA qui veut dire Haute École Louvain en Hainaut. C'était donc avec les profs, comme j'ai déjà dit, Jean-Paul, Thierry et Myriam. Et les mots-clés ici, c'est vraiment, premièrement, un remerciement pour le support budgétaire de la commune, une présentation historique, une timeline au fait où on a vu un peu comment est-ce que cette enquête s'est conçue au fait. Et là, je voudrais remercier surtout les premières rédactrices du questionnaire, Danielle Gallet, qui était donc l'ancienne présidente, et Micheline Dossogne. Et puis, après, il y a donc eu cette analyse. Donc, pour l'analyse même, je vais pas vous dire les premières résultats, mais j'ai fait une petite note de communication et je sais pas maintenant si cette communication va se faire dans le newsletter ou pas. Mais donc, c'est vraiment
premiers résultats parce que le rapport final va se faire finalement fin janvier, mi-février. Après, on a eu donc... Tu veux préciser qu'il y aura une présentation. Oui, ça c'est sûr. Donc, l'ensemble des élus de la commune seront invités à participer à cette présentation. La population qui sera invitée aussi, évidemment, voilà. Puisque c'est à partir de cette enquête qu'on va faire la suite aussi des activités. Pour les deux événements, donc on a donc Midi des aînés ici au mois de septembre qui a été donc coordonné par notre agent de commune Anne Delestienne. Un grand merci. Je voudrais quand même vous dire merci Anne. Et puis alors aussi à la fin de l'année 18 décembre, on a donc fait cet écrire des cartes de Noël pour les plus isolés de notre commune en collaboration avec le CPS. Alors, quels sont les projets pour 2026 donc à vous proposer? Donc là, je vais peut-être essayer de vous montrer quand même mon petit slide ici, voilà. Donc, c'est-à-dire, on va donc commencer par l'enquête, voir un peu quels sont vraiment les besoins des aînés. Ça, c'était vraiment le but, les besoins des aînés. En parallèle, on voudrait aussi mettre à jour le guide des aînés, et ça c'est en collaboration avec le CPS, parce que moi-même je pense que c'est très important de savoir à qui s'adresser, quand il y a un problème et pour qui, pourquoi, quand, etc. Parce que pour l'instant, on ne sait pas très bien. Je pense que vos knowledge clips, là, les vidéos capsules, c'est très bien intéressant. Mais quand on a un souci, on n'a pas le temps d'y aller voir, même pas 3 minutes ou 5 minutes sur ce vidéo. Donc je pense que le papier ou online, une espèce de PDF, peut toujours encore être plus direct pour trouver tout de suite la personne adéquate, le numéro de téléphone, etc. On voudrait aussi donc élargir ce guide des aînés, pas uniquement avec des choses comme les associations ou un ensemble des informations, mais aussi vraiment très pratique au niveau pour la santé, c'est-à-dire quand il y a des personnes qui ont des conjoints ou de la famille qui ont Parkinson, Alzheimer disease et autres maladies, qu'on puisse tout de suite voir comment les aider, mais aussi comment aider par exemple ces personnes qui aident les malades ou les patients, parce que parfois ces personnes sont en grande dépression et on n'a pas de support, on n'a pas de soutien en fait. Donc je voudrais aussi voir un peu comment on peut faire ça. Et puis pour le guide, je pense que j'ai tout dit. Voilà. Donc troisième chose qu'on voudrait faire, c'est relooker les 3x20, parce que les 3x20, 60 ans, sont super actives, mais les personnes qui ont le plus besoin, c'est les 70, donc j'appelle ça 7-up, ceux qui ont 70 et plus. Ils ont parfois des petits soucis, ils ne se promènent plus, etc. Pour ça que un tout grand merci à la commune qu'on peut réaliser ce banc interactif, là, pour les aînés, pour qu'ils se voient, pour qu'il y ait une convivialité, pour ils peuvent se réunir, et aussi bouger, faire du sport, évidemment, pour se sentir bien. Alors, donc pour le logement, j'avais déjà entendu par Mélanie, donc et aussi par Anne, qui a donc avec Nicolas, qui fait donc des informations sur le logement, mais aussi qui a eu avec Habitat, je pense, des workshop de logement avec l'ancien CCCA, où j'ai moi-même été présent parce que c'était justement ici. Mais je pense qu'on doit continuer ça pour voir un peu l'aspect juridique, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut pas faire, et éventuellement, de nouveau, quels sont les supports, comment aménager donc l'habitat pour le plus longtemps vivre chez soi à la maison. Et alors, dernier point, c'est les conférences. Et pour les conférences, donc j'aimerais bien avoir des conférences sur, par exemple, le Biomed, c'est-à-dire tous les outils qui existent pour améliorer notre santé ou monitorer quand on a, par exemple, le cœur qui bat trop vite ou quand on a des chutes, des colliers, des bracelets, toutes ces choses-là. Il y a plein de choses qui se font, mais on n'est pas toujours au courant des dernières techniques. Donc, je pense qu'avec l'Université du Nouveau, on peut avoir des conseils, et donc pour ça je voudrais organiser des conférences pour les aînés et pour tout le public au fait, dans des conférences sur ça, mais aussi une collaboration avec la Croix-Rouge, c'est-à-dire grands-parents, petits-enfants, quels sont les soucis, quels sont éventuellement les problèmes, quand il y a des personnes qui ont un souci, comment réagir et comment justement faire les bonnes actes tout de suite, quoi. Voilà. Un tout grand merci pour votre attention. Merci.
Merci beaucoup pour cette présentation donc déjà très détaillée et le programme chargé donc à venir. Félicitations aussi pour la nouvelle présidence et je voulais profiter de l'occasion aussi pour remercier le travail de Daniel Gallet donc qui a mis en avant donc quand même pas mal d'actions donc avec l'ensemble du conseil consultatif sous la mandature précédente et l'ensemble bien sûr des membres qui ont participé activement. Je pense que c'est un conseil qui fonctionne très bien et qui a un impact important donc pour nos aînés donc ici à Wallin, c'est bien nécessaire. Donc merci et bonne continuation. Je sais pas s'il y a des questions particulières à l'attention. Oui. C'était juste parce que il y a eu un petit teaser sur l'enquête et puis on n'a pas droit aux résultats et donc on est curieux. Mais j'imagine que ça viendra alors après cette présentation de janvier ou février. J'ai pas de résultats non plus donc voilà. Voilà. Comme j'ai dit, il y a une communication. Non, c'est juste sur le. J'étais curieuse, j'avais la question sur s'il y avait déjà des résultats de l'enquête, un peu s'il y avait peut-être des nouveautés, des choses étonnantes ou des nouvelles tendances, mais voilà, si ça viendra après. Mais si j'ai bien compris, il y aura quand même déjà une communication. Oui, donc j'avais préparé une communication voilà. Parce que j'ai demandé justement aux deux profs. Des premiers chiffres. Ce sont leurs mots au fait, donc des deux profs, Jean-Paul Sanderson et Myriam Leleu. Qu'est-ce que je pourrais donner comme résultat déjà préliminaire, takeaway on peut dire, ou qu'est-ce qui est vraiment frappant. Donc je peux vous le lire si vous voulez bien. Alors on garde la primeur pour la newsletter de vendredi. Voilà. Quoi? Ah bah oui. Donc je vais juste dire que pour l'enquête quantitative, il y a eu deux enquêtes, quantitatives et qualitatives. Donc quantitatif, il y a quelque chose sur la santé, le lien social et connectivité, services communaux et propreté. Et puis pour l'enquête de qualitatif, il y a quelque chose sur espace public, cadre de vie à domicile, vie sociale et numérique. Donc je ne vais pas dévoiler les détails parce que là il faudrait regarder vendredi prochain. Petit à petit, hein. Voilà. Ce sera développé de toute façon et je le redis, on fera une présentation et évidemment aux conseillers communaux, mais aussi aux premiers intéressés, c'est-à-dire aux aînés de la commune. Ils sont tous invités. Merci beaucoup. Oui, André. Concernant l'attribution de ce qui avait été demandé pour les aînés dans le cadre du budget participatif. Le banc, oui, c'est ça, oui. Vous savez déjà où ça sera placé? Non, pas encore. Alors il sera plus ou moins, ça se détermine, ça doit encore passer au collège, mais il y a des propositions de ceux qui ont porté le projet de le mettre à Nîmes et on verra où, peut-être sur la place Saint-Vincent, mais on verra où. Voilà, ça doit encore être décidé en bonne collaboration. Okay. Voilà, on doit évaluer la faisabilité aussi. Hein, donc, mais voilà, donc il y a eu des propositions qui ont été faites. Ouais. Ok. Merci. Merci beaucoup. Plus d'autres questions, plus d'autres remarques? Oui, Vinciane. J'ai une question relative plus à l'ordre du jour de la réunion d'aujourd'hui, savoir comment est-ce qu'il était constitué, parce que je me demande si pour une prochaine fois il n'y aurait pas lieu de faire un petit point sur l'agence locale pour l'emploi. On pourrait, effectivement. Ça n'a jamais été fait à ma connaissance, je ne pense pas. Non, mais on pourrait effectivement l'ajouter puisqu'elle elle travaille effectivement pour l'ensemble de la commune, elle a des liens avec le CPS, elle est maintenant au CPS aussi, donc oui, c'est une bonne suggestion. Merci. Ça va pas disparaître. Casseuse d'ambiance, quoi. C'est l'occasion d'en Oui, mais ça fait 10 ans qu'ils disent d'arrêter les liaisons. Pour l'instant, on n'a pas... Oui, c'est ça. Pardon. Ça va être revu, mais ça va pas être... Mélanie, ça vaut peut-être la peine d'expliquer l'histoire de l'agence locale pour l'emploi, parce que c'est pas la première fois qu'on dit que ça va disparaître, et t'as dit que ça n'allait pas disparaître. Mais justement, le problème, c'est que pour l'instant, on n'a pas d'informations. Donc, pas d'informations veut dire que l'agence locale pour l'emploi continue et donc est accessible au CPS les lundis. N'hésitez pas à vous présenter au CPS si vous êtes concerné par tout ça aussi.
Voilà. Mais enfin, moi, j'ai pas d'informations à donner de manière spéciale, mais en tout cas, il y a une volonté que la fonction d'ALD continue, quoi qu'il en soit. Et d'ailleurs, il y a des modifications qui ont été prises au niveau fédéral pour permettre et garantir que quelqu'un qui est, pour l'instant, chômeur, qui est ALD, s'il passe au revenu d'intégration sociale, puisse continuer aussi à travailler comme ALD. Donc, en tout cas, on a pris les mesures pour pérenniser ces activités-là et faire en sorte que ce complément qui existe actuellement donc au niveau chômage persiste pour les personnes qui passeraient en soutien au revenu d'intégration sociale. Et puis la suite, on verra effectivement. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, on pourra faire un point la prochaine fois donc sur l'ALD. Je pense que c'est une bonne suggestion. Merci. D'autres remarques? Non? Je vous remercie toutes et tous en tout cas pour votre participation. Je remercie celles et ceux qui ont eu la patience d'attendre le début de la séance pour nous regarder, qui ont eu la patience de rester jusqu'au bout, bien entendu. Et je vous souhaite une bonne soirée. Le prochain conseil communal, c'est le 9 octobre, le 9 février prochain. Voilà. Voilà. Merci beaucoup. Bonne soirée.